Maintenant, à Martine Brousse, Madame Martine Brousse de Venir, qui représente la Voix de l'Enfant, vous la connaissez bien, qui va nous parler de l'expérience des unités de médecine légale pédiatrique pilotées par la Voix de l'Enfance. Des jeux, des peluches, des murs de couleurs. Dans cette petite pièce, tout est fait pour sécuriser l'enfant et faciliter la libération de sa parole. Un lieu bien loin de l'image impressionnante, voire anxiogène du commissariat de police. Un lieu où l'enfant bénéficie dans le même temps de toute la prise en charge nécessaire, policière et médicale. On peut s'adapter très vite à ces réactions avec un accompagnement qui va se faire avant et après l'audition filmée par une puéricultrice, par une psychologue, par une assistante sociale. C'est un lieu qui permet de réaliser dans le même temps un examen clinique de l'enfant. L'enfant étant auditionné au CHU, si nécessaire, un éloignement temporaire de son cercle affectif est aussi plus facile à mettre en place. L'hospitalisation permet bien sûr d'assurer l'enfant d'une protection qui va éviter cette rétractation secondaire. Ici, l'enfant est toujours confronté aux questions des enquêteurs, mais l'enregistrement de l'entretien permet une audition unique afin d'éviter les surtraumatismes chez l'enfant qui bien souvent s'est efforcé de tout oublier. C'est que cette audition de l'enfant par un enquêteur, elle puisse être utilisée ultérieurement tout au long de la procédure. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas l'enfant à répéter son récit devant un second enquêteur, devant un premier juge ou devant un deuxième juge. Chaque année en France, près de 6000 enfants seraient victimes d'agressions sexuelles. Des jeux. Merci professeur Berger. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de nous réunir à nouveau, car ce sont toujours des moments privilégiés de partager des bonnes pratiques, des expériences. Merci à Gérard Lopez qui n'a de cesse de nous rappeler à l'ordre quand on ne lui adresse pas des informations, quand il faut que nous nous mobilisions. Et merci à chacune et chacun de vous par rapport à votre action sur le terrain. J'ai souhaité ouvrir mon intervention par ce petit reportage qui a été tourné à Nantes d'une des unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique dont nous parlera plus longuement le docteur Jean-Marc Benkemoun tout à l'heure, mais qui pour nous est une des réponses aux propos de notre ami Édouard Durand. Pourquoi ? Elles ont 20 ans. La première, pas tout à fait, puisqu'elle a été inaugurée en janvier 1999, mais ces unités s'inscrivent dans le cadre de la loi du 17 juin 1998, dite loi Guigou. Souvenez-vous, c'était une loi qui, au départ, avait commencé à être élaborée sous M. Juppé, Premier ministre, et M. Toubon, garde des Sceaux, aujourd'hui défenseur des droits. Et ils étaient partis uniquement des auteurs délinquants sexuels. Et lorsque Mme Guigou a été nommée garde des Sceaux, avec plusieurs associations, nous l'avons rencontrée en lui disant qu'on ne pouvait pas élaborer une loi uniquement sur les délinquants sexuels, qu'il fallait aussi prendre des mesures et des dispositions relatives au recueil de la parole de l'enfant, à sa protection, recueil de la parole de l'enfant victime. À l'époque, nous avons été entendus puisque cette loi est en deux parties, la partie de prise en compte et de prise en charge des auteurs délinquants sexuels et la partie des victimes, des mineurs victimes. Où en sommes-nous 20 ans après ? Car 17 juin 1998, et nous ne sommes pas loin, aujourd'hui nous sommes le 7 juin 2018, 20 ans après. Et c'est vrai que nous pouvons nous interroger, puisque ce que vous venez de voir, qui a été donc pensé, construit avec des professionnels, a du mal, aujourd'hui encore, à s'enraciner dans la culture même de la protection de l'enfance. Tout le monde dit formidable les unités d'accueil, alors qu'elles soient initiées ou non par la Voix de l'Enfant, peu importe, il y en a d'autres. Si on les rassemble toutes, il doit y en avoir 70 au maximum, ce qui est peu sur l'ensemble du territoire français.
Qu'est-ce qu'apportent ces unités? Je pense qu'elles apportent, et ce n'est pas la seule réponse, mais une des réponses à toutes les questions qu'a soulevées Édouard Durand tout à l'heure, parce qu'elles sont pluridisciplinaires. Vous avez vu le docteur Georges Pichereau à Nantes, infirmière, psychologue, magistrat, pédopsychiatre, travailleurs sociaux et avocats. Les unités se construisent autour du procureur de l'hôpital, car pour nous, il a été essentiel de comprendre il y a 20 ans pourquoi, justement, on posait la question de la crédibilité de la parole de l'enfant. Vous vous rendez compte, il y a 20 ans. Plusieurs d'entre vous sont présents ici et nous avons réfléchi ensemble. Comment faire que cette question de la crédibilité de l'enfant ne soit plus posée? Et pour nous, une des réponses a été de nous dire il faut que les professionnels travaillent en pluridisciplinarité. Nous ne devons pas laisser seule la décision à un magistrat, pas plus qu'à un autre professionnel, mais comme l'a rappelé Édouard Durand, en dernière ligne, c'est bien le magistrat qui va prendre la décision, maintien dans la famille, placement, ouverture d'instruction ou pas, donc c'est bien du magistrat. Et que la loi de 1998 part du magistrat, c'est-à-dire que l'audition de l'enfant dans les unités d'accueil ne peut se faire que sur décision du procureur. Nous avons donc réuni à l'époque magistrats, policiers, gendarmes, médecins, pédiatres, pédopsychiatres, travailleurs sociaux et avocats. Et nous nous sommes demandé comment nous pouvions répondre à l'accueil de ces enfants victimes dont on ne voulait pas reconnaître la parole, dont on ne voulait pas reconnaître les révélations, dont on mettait en cause sans cesse ce qui est insoutenable pour un adulte de penser qu'un parent puisse agresser sexuellement son enfant, de penser qu'un parent ou un proche puisse battre son enfant jusqu'à la mort. C'est vrai que c'est insoutenable. Donc pour nous, tout de suite, nous avons pensé à un travail pluridisciplinaire. Et pour répondre à l'intervention du docteur tout à l'heure, c'est vrai que c'est une réponse. Aujourd'hui, psychiatres, pédopsychiatres travaillent avec les enquêteurs, travaillent avec les magistrats. L'enfant est accompagné. Dès qu'il y a révélation, l'enfant est accompagné à l'unité d'accueil sur décision du procureur. Deux enquêteurs se rendent à l'unité d'accueil, qui est en majeure partie en pédiatrie. Pourquoi la pédiatrie? Est-ce que si vous avez mal aux dents, vous allez chez un orthopédiste? Non, ça ne vous viendrait même pas à l'idée. Pourquoi est-ce qu'un enfant en souffrance, on l'emmène directement dans un commissariat de police ou une gendarmerie? Est-ce que c'est le lieu où on peut comprendre les raisons de sa souffrance? Il était donc pour nous impératif que l'enfant en souffrance soit d'abord accueilli dans un lieu où les professionnels étaient en capacité d'abord de comprendre les causes de sa souffrance. Mais pas seul, parce que, bien entendu, à partir du moment où cet enfant en souffrance est souffrant parce qu'il fait des révélations qui mettent en cause un adulte, il était donc important d'y associer immédiatement les magistrats, d'y associer immédiatement les enquêteurs et bien entendu les experts. C'est comme ça que se sont créées les unités d'accueil, c'est-à-dire à partir de l'enfant et des droits fondamentaux de l'enfant. J'ai été frappé tout à l'heure quand Édouard Durand a donné les 4 principes de Madame Bellon, que nous, pour beaucoup d'entre nous, nous connaissons bien. Le premier, c'était maintenir l'enfant dans sa famille. Je me suis posé la question, où est la loi 2016? Rechercher l'adhésion de la famille. Où est la loi 2016? Respecter les principes religieux et enfin le principe de l'intérêt de l'enfant. Et c'est vrai que depuis 20 ans, les unités d'accueil, les professionnels qui interviennent dans les unités d'accueil partent d'abord des besoins fondamentaux de l'enfant. Ils partent de sa souffrance. Ils partent du fait que l'enfant accueilli, il sait tout de suite qu'il est non seulement entendu, mais qu'il est cru.
Et les équipes qui sont formées, qui travaillent en pluridisciplinarité, qui échangent, lui font tout de suite comprendre que ce qu'il va révéler va être pris en compte, mais qu'au regard de ce qu'il va dire après, il y aura peut-être soit des nuances à apporter, soit des réponses qui ne correspondront pas à ce que lui attend, à ce que l'enfant attend, mais qu'il n'en reste pas moins que l'on sait qu'il est en souffrance, qu'il dit la vérité parce qu'il dit sa vérité. Or, la vérité d'un enfant, ce n'est pas forcément la vérité judiciaire. Nous savons comment fonctionne la justice, il faut des preuves, et que souvent, surtout lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, il n'y a pas les preuves attendues par la justice. Il est donc important que cet enfant qui souffre, que cet enfant qui fait des révélations, continue à être pris en charge, même si la justice ne peut pas répondre, comme l'enfant pourrait le souhaiter. Il est important que cet enfant qui fait des révélations soit reconnu aussi comme victime. Car même, imaginons même, ce que un certain nombre de magistrats considèrent aussi comme de fausses allégations, cet enfant, il est en souffrance. Il faut donc le prendre en charge. D'où cette idée des unités qui sont cette unité de lieu, de temps et d'action. L'enfant est amené et accompagné à l'unité d'accueil, donc la plupart du temps en pédiatrie, parfois dans les services de médecine médico-légale, mais à une condition, c'est qu'il y ait un lien privilégié avec la pédiatrie. On lui fait visiter l'unité. Il y a une personne référente qui est soit une infirmière, soit une assistante sociale, soit une psychologue ou un psychologue. Les enquêteurs sont 2, parce que la salle d'audition est composée de 2 pièces. La pièce où l'enfant va être entendu, avec un des enquêteurs, et attenante, une petite pièce qu'on appelle la pièce technique, où se trouve la borne d'enregistrement, un écran qui s'assure que l'audition et l'image, tout se passe bien, et entre les 2 pièces, une vitre Santin. Une vitre Santin qui peut être utilisée justement soit par un expert qui est présent et qui assistera, soit par un pédiatre, au cas où l'enfant montre des difficultés à s'exprimer, qu'il va à un moment peut-être falloir le rassurer, mais aussi pour la formation. Cette pièce technique est de plus en plus utilisée dans des unités d'accueil pour la formation à l'audition, au recueil de la parole de l'enfant. Et puis la pièce elle-même, comme vous avez pu le voir, quelques jouets, mais ce n'est pas une salle de jeu, c'est juste pour rassurer les plus petits. Et puis, dernièrement, nous avons en quelque sorte institutionnalisé la table ronde en verre. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque temps, un enfant est passé sous la table, elle était en bois. Alors le matériel, comme vous avez pu le voir, est professionnel, hein, les micros sont au plafond, la caméra dans un coin de mur, mais sous une table en bois, on entendait l'enfant, mais on ne le voyait pas. Donc depuis, nous avons installé des tables en verre, ce qui fait que même si l'enfant passe sous la table, la caméra peut filmer l'enfant et l'audition peut se poursuivre. Nous avons même été plus loin puisque, je peux donner l'exemple, à Pontoise, la table est en verre et le pied est en alu, comme une glace. Et dernièrement, un petit garçon est passé sous la table, il ne voulait pas parler, c'était des gendarmes qui l'entendaient, et le petit garçon a vu la tête du gendarme dans le pied de table, et il a parlé au pied de table, et donc aux gendarmes. Et nous avons toute une audition comme ça, qui se passe, et l'enfant a pu parler. Et c'est vrai que, et vous avez raison, ça nous fait sourire, mais tout ce que nous pouvons améliorer au fur et à mesure, c'est vous, les professionnels, qui nous le faites remonter. Et ça, c'est important aussi. Hein, parce que sans les professionnels, nous ne serions jamais arrivés à créer ces unités. Hein. Aujourd'hui encore, moi je me souviens que ce soit Jean-Marc Benkemoun ou Georges Pichereau ou d'autres à Orléans, à Angers, à Aix-en-Provence, qui viennent nous dire « il nous faudrait ça, il nous manque ça ». Par exemple, on ne le voit pas là, mais entre les 2 pièces, chaque enquêteur a une oreillette. Parce que pendant l'audition, il se peut que l'enquêteur qui mène l'audition se laisse embarquer par un enfant. Et donc, l'autre peut lui dire « attention, là,
l'enfant t'embarque parce qu'apparemment il ne veut pas parler, donc il faut revenir. Ou ça fait 4 fois que l'enfant dit le même mot, essaie de comprendre. Donc voilà, ils échangent sans interrompre l'audition. Et puis, un des points quand même essentiels, c'est que pour avoir été sur le terrain dernièrement et avoir de loin assisté à une audition dans un commissariat de police, aménagé, certes, mais quand vous avez un enquêteur qui tape l'audition au fur et à mesure où l'enfant parle, il a des difficultés à parler. Donc, le policier va l'écouter et puis il va lui dire « Attends, je tape. » Alors, dis-moi, tu as bien dit ça. Est-ce que tu es d'accord sur ce que j'ai écrit? Comment voulez-vous que l'enfant puisse poursuivre? Comment voulez-vous que l'enfant puisse aussi laisser transparaître sa souffrance ou ce qu'il ne dit pas? Ces unités permettent ça car il n'y a pas de prise de notes ou autre. Alors après, c'est vrai qu'il y a des difficultés, on va les passer, qui sont celles de la retranscription. Nous sommes en train de travailler avec des techniciens pour que les enquêteurs gagnent du temps sur la retranscription. Un point aussi essentiel par rapport à cela, c'est la formation. La majorité des enquêteurs, gendarmes ou policiers qui interviennent dans nos unités sont en partie, et je dis bien en partie, formés. C'est pour ça que dans le plan d'action de Mme Laurence Rossignol, qui a été le premier plan d'action sur la prise en charge des enfants victimes de maltraitance sexuelle ou autre, il y a un certain nombre de mesures. Et dans ces mesures, la mesure 16 et 17 ont été confiées à la voix de l'enfant. La mesure 16, c'est de développer, de démultiplier les unités d'accueil pluridisciplinaires en milieu hospitalier. Et la mesure 17, c'est la formation des professionnels au sein de ces unités d'accueil et auprès des professionnels qui gravitent autour de ces unités. Donc, jusqu'aux animateurs de centres de loisirs, jusqu'aux enseignants, jusqu'aux avocats. Car sans formation, sans cette expérience aussi du travail pluridisciplinaire, il est difficile d'apporter une réponse cohérente à l'enfant victime. Il est difficile d'apporter aussi une réponse judiciaire. Vous l'avez souligné, madame, il n'est plus acceptable que des magistrats ne communiquent pas avec les experts, que les experts n'aient pas l'ensemble des informations relatives à un enfant. Il n'est pas acceptable non plus que des magistrats instructeurs, lorsqu'il y a ouverture d'instruction, demandent à réentendre un enfant alors qu'il y a un enregistrement. On réentend l'enfant. Lorsque l'on dit « on n'entend l'enfant qu'une fois », ce n'est pas qu'on va l'entendre qu'une fois, c'est qu'on ne va pas lui faire redire ce qu'il a déjà dit. On lui fera compléter, que ce soit s'il y a nécessité d'une expertise, il est important que l'expert ait visionné la première audition de l'enfant pour qu'il recherche après ce qui est nécessaire comme complément d'information, mais pas pour lui faire redire. De même pour le juge d'instruction. Donc c'est vrai que nous nous battons actuellement pour qu'il n'y ait plus de retranscription intégrale de l'audition d'un enfant, mais qu'il y ait une synthèse de cette audition afin que les magistrats soient dans l'obligation, en quelque sorte, de visionner l'audition de l'enfant. Parce que l'audition de l'enfant, elle est révélatrice. Quand vous voyez comment un enfant s'agite, ses pieds s'agitent, ses mains s'agitent, ses yeux se baissent, il devient rouge, il devient blanc, les larmes aux yeux, tout ça on le voit dans une audition filmée. Le magistrat qui lit, même si l'enquêteur fait le maximum pour relater le comportement de l'enfant, ça ne peut pas le voir. Et vous savez, moi j'ai un souvenir qui ne me quitte pas, parce que la Voix de l'enfant, comme d'autres associations, était partie civile dans cette terrible affaire, comme tant d'autres qui ont suivi, bien qu'on ait dit jamais plus après Marina. Mais vous savez, quand vous voyez, pendant le procès d'assises, l'audition filmée de cette petite de 8 ans, et qu'on est passé complètement à côté, parce qu'elle a eu la malchance, à 50 km près, de ne pas être accueillie dans une unité d'accueil, mais uniquement dans une gendarmerie. Les gendarmes y sont pour rien. Ils y étaient pour rien. Ils avaient juste un matériel lambda,
Ils n'avaient même pas une salle adaptée. Ils étaient peu formés. Et on est passé à côté. Alors que des spécialistes qui ont vu cette audition, des spécialistes qui travaillent dans les unités d'accueil, ont tout de suite repéré le comportement de cette petite, son agitation, son rire, tout de suite. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il est important que les professionnels puissent faire appel à d'autres pour se poser des questions. Et l'audition dans les unités ne dure qu'entre 20 et 40 minutes. Dans un commissariat de police ou une gendarmerie, c'est entre 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à 4 heures. Vous savez, je donne toujours ces exemples parce que je crois que c'est la pratique qui a fait que nous avons tous évolué dans la mise en place de ces unités. Le petit Bastien, qui est mort dans la machine à laver, sa petite sœur a été entendue une fois que tout a été relevé. Il était 21 heures. On l'a emmenée dans une gendarmerie et elle a été auditionnée jusqu'à 23h50. Il y aurait eu une unité d'accueil à Melun. La petite aurait été hospitalisée. Le personnel soignant aurait pris soin d'elle. Il n'y avait pas d'urgence de l'entendre. Personne n'aurait rien perdu. Et le lendemain, elle aurait été entendue dans un lieu protecteur, sécurisant pour elle, et les enquêteurs auraient peut-être même recueilli davantage d'informations que ce qu'elle a pu donner après ce drame qu'elle a vécu, d'entendre la machine à laver tourner avec son petit frère dedans, et de l'entendre après à 21h pendant plus de 2 heures. Donc c'est pour ça qu'avec les experts, avec d'autres associations, avec, je vois, Édouard Durand et de nombreux magistrats, nous nous battons pour que ces unités se démultiplient. Parce qu'elles sont pas la seule, mais elles sont au moins une des réponses. Et puis, pour finir, c'est bien les unités d'accueil, mais c'est uniquement pour le temps du premier recueil de la parole de l'enfant. Et puis après, quand il y a un parcours judiciaire, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? On recommence. On le confronte. On le confronte dans un commissariat de police, dans une gendarmerie. On le confronte dans un tribunal, chez le juge d'instruction. Alors la voix de l'enfant, grâce à la sollicitation d'enquêteurs, grâce à la sollicitation de magistrats et d'experts, nous avons décidé de créer des salles de confrontation protégées. C'est-à-dire de prendre en charge tout le long de la procédure judiciaire l'enfant victime. Et nous avons donc ouvert dans des commissariats de police, dans un commissariat de police à Angers, à Clermont-Ferrand, des salles de confrontation protégées. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il y a une demande de la défense, je crois qu'il est important aussi, quand on est défenseur des droits de l'enfant, de défendre les droits de l'homme. Car c'est parce que nous saurons défendre les droits de l'homme que nous défendrons encore mieux les droits de l'enfant. Donc les défenses des droits de l'homme, c'est les droits de la défense. Donc nous ne disons pas non à la confrontation, nous disons oui à une seule condition, c'est que l'enfant soit protégé. Donc la salle de confrontation, il y a 2 salles dans un commissariat de police, celui d'Angers par exemple. L'enfant est à un bout parce qu'il y a 2 entrées. Un bout avec un enquêteur et la personne présumée auteur arrive par l'autre côté. Et l'enfant ne rencontre plus la personne mise en cause. Et dans cette même ville, à Angers, il y a une salle de confrontation protégée au tribunal. C'est-à-dire que lorsque l'enfant doit être confronté au cours d'une instruction, il est dans cette salle, il ne rencontre pas la personne mise en cause qui, elle, est dans le cabinet du juge d'instruction et l'enfant est avec son avocat. Et puis, à la demande toujours des professionnels, à Orléans, avec les magistrats, avec le docteur Barbara Tisseron, chef de pédiatrie et responsable de l'unité d'accueil, ils ont une idée encore meilleure avec les progrès de des technologies. Aujourd'hui, l'enfant, il revient à l'unité d'accueil. Donc il revient dans un lieu qu'il connaît déjà. Et nous avons, avec l'autorisation des autorités, créé une salle de confrontation au commissariat de police. Ce qui fait que la personne mise en cause est au commissariat de police et l'enfant revient à l'unité d'accueil et on ne déplace plus l'enfant. Nous sommes en train de monter la même chose à Saint-Malo et dans d'autres juridictions. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que l'on poursuive ces actions, mais nous ne pouvons pas continuer à le faire seul. Quand je dis seul, ce sont les associations. Car il faut savoir que ce sont des budgets énormes, entre 150 et 200 000 euros par an
pour 40 000 € de subvention de l'État. Donc, il faut aujourd'hui que ces unités aient un socle commun, qu'elles soient reconnues officiellement par les pouvoirs publics, il y a que 3 ministères qui sont 4, il devrait même y en avoir 4, mais comme on n'a plus de ministère de l'enfance, on a tendance à l'oublier. Donc, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, et nous pouvons espérer demain ministère de l'Enfance. Et puis, juste pour finir aussi, je pense que si vous avez un moment, et peut-être en fin de journée, je sais que Gérard est d'accord, je pense qu'il faudra qu'on prenne un petit moment pour parler de ce projet de loi qui est en discussion et qui est une mascarade. Donc, si vous voulez bien, en fin de journée, avec les associations la table ronde des associations, nous pourrons en parler. Je voudrais juste vous dire qu'hier, nous avons été entendus par la rapporteure de la mission des lois, rapporteure de ce projet de loi au Sénat. Ils n'ont même pas eu connaissance de l'avis de la mission qui a été mise en place par le Premier ministre, qui a fait travailler cette mission pendant 3 semaines, qui lui a remis un avis, et ni députés ni sénateurs n'ont eu cet avis, qui n'est même pas sur le site du Premier ministre, même pas sur le site de Mme Schiappa, même pas sur le site de la Santé. Madame Martine Brousse, c'est tout le temps un plaisir de vous accueillir et de vous entendre. Vous avez apporté un élément très important qui est celui de la multidisciplinarité, de la multiprofessionnalité, et donc dans l'injection des savoirs que demandait M. Durand, justement. Et d'ailleurs, ces savoirs ne sont pas simplement que médicaux, vous l'avez bien montré, ils peuvent être tout simplement linguistiques, car c'est la linguistique qui s'occupe des comportements. Il y a là, comment dire, toute une approche qui apparaît importante. Et là se lève le problème du secret médical tel qu'il a été posé. Puis c'est vrai que lorsque l'on est isolé, on est amené obligatoirement, puisqu'on n'est pas dans le même endroit. Or, le fait d'être dans le même endroit, le fait qu'il y ait une équipe fait que vous tombez en quelque sorte, étant dans le soin, avec la loi du 4 mars 2002 qui permet non pas que l'on fasse un secret médical partagé, mais que l'on partage les informations dès lors que la personne donne son consentement. Ça demande bien sûr une réflexion, le consentement d'un enfant, etc. Bien entendu, surtout quand c'est parti, ses parents peuvent être mis en cause, bien sûr. Deuxièmement, ceci se faisant dans un processus thérapeutique, et il a bien été dit par M. Durand tout à l'heure que la personne, même l'enfant, même si certains disent qu'il n'est pas victime, en tout cas il est blessé quelque part, que ce soit psychologique ou qu'il soit tout simplement. Eh bien on comprend que cette mise en place dans le soin résolve en définitive les problèmes justement qu'autrement, ailleurs, en travaillant un peu de manière dispersée, ces problèmes deviennent impossibles et l'injection du savoir qui est demandée. Mais il faut savoir que ce partage des informations a demandé plus de 10 ans, puisque la loi est de 2002, et ce n'est que les décrets en mars 2016 que l'on a tout à fait défini ce qu'était une équipe médicale, et deuxièmement, ce qu'était une équipe médico-sociale. Et dans les deux, bien entendu, c'est la loi de modernisation de la santé, justement, il y a cette possibilité, dès lors qu'il y a le consentement, que tous les éléments éthiques soient bien. Donc, là, vous présentez, déjà parce que vous faites référence à la médecine légale, en pédiatrie, etc., ou en service de pédiatrie, mais vous avez là tout à fait, comment dire, le substratum juridique qui vous permet de faire tout ce que vous voulez. Et c'est un argument énorme que d'experts qui seraient un peu isolés, multiples, qui ne communiqueraient pas et qui, en définitive, ne se retrouveraient pas. Enfin, on va donner la parole, bien sûr, à toute la salle. Cet après-midi, on attend bien sûr la table ronde. Bien sûr. Qui veut prendre la parole, poser une question? Ce qui est important, c'est poser une question, puisqu'après, nous avons une pause. Mais avant la pause, nous travaillons. Qui veut prendre la parole? N'ayez pas peur. Présentez-vous, venez, madame, je vous en prie. Sinon, nous avons l'Arsène qui vient nous ennuyer. Ah, c'est réparé. Comment vous savez que c'est réparé? Comment vous savez? Ça marche? Bien sûr que si que c'est ouvert.
Il n'y a pas de Larsen, mais ça ne marche pas. Alors, voyez. Allez, on vous écoute, madame. Posez votre question. Bonjour. Jacqueline Estran, je suis là en tant que maman. Alors, merci, madame Brousse, pour tout ce que vous avez fait et la création de ces unités d'accueil. Moi, je viens vous supplier d'ouvrir quelque chose à Lyon, parce que nous sommes dans une situation de non-droit pour les enfants qui est absolument catastrophique. Et voilà, donc je ne parlerai pas de tous les cas que je connais, mais quand une petite fille arrive à dire à sa mère « Mon père m'a menacé, si je parle au juge des enfants, de me tuer et de tuer ma mère après », on n'a plus de possibilité, les enfants n'ont plus la possibilité de parler. Et vraiment, si vous pouvez faire quelque chose pour Lyon, c'est indispensable aujourd'hui. Merci. Je pense que toutes les villes, a priori, bénéficieraient. Alors, c'est vrai que nous avons une difficulté. Ce sont sur les grandes villes. Quand vous pouvez aller sur le site de la Voix de l'Enfant. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas ni moi, ni deux personnes de la Voix de l'Enfant qui créent ces unités. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est une mobilisation des équipes, c'est une mobilisation sur le terrain des équipes médicales, des magistrats, et que nous avons un réel problème, ce sont les grandes villes. C'est pour ça que nous essayons d'encercler Paris, comme nous essayons d'encercler Lyon, puisque nous avons ouvert Villeurbanne et nous allons ouvrir d'autres unités dans des villes moyennes autour des grandes villes. À Paris, nous sommes en train d'ouvrir sur toute la grande couronne. Nous nous rapprochons avec Créteil, grâce à une intervention il y a quelque temps de Michel Créoff. Et c'est vrai que c'est très difficile. Il y a une espèce de monopole. Alors Paris, c'était intéressant parce qu'on connaît bien notre médecin légiste Caroline Ray-Salmon, mais on nous a toujours dit à la Voix de l'Enfant, non, c'est plus pratique parce que la brigade des mineurs, on traverse la Seine, il y a l'Hôtel Dieu, et l'Hôtel Dieu, il y a le tribunal. Et bien maintenant, on va donner rendez-vous à l'Hôtel Dieu parce qu'il faut aller Porte Clichy. Donc, on va demander qu'il y ait un service peut-être compétent dans l'hôpital le plus proche qui serait d'Enfants Debré, mais ça sera quand même plus proche de faire, surtout par les périphériques ou les extérieurs, Porte Clichy, Debré, pour une audition que de retourner dans le centre de Paris et de repartir. Voilà. Donc, alors Lyon, je réponds à votre question, il y avait un très beau projet, et on l'a mis avec Édouard Durand a rappelé le travail de notre ami docteur Daligan. Nous avions tout un projet à Lyon avec le docteur Daligan. Et puis, voilà, il y a eu une querelle des hôpitaux. Lyon Sud, Édouard Herriot, non c'est le mien, moi c'est moi qui le prends. Et puis voilà, et entre deux, le procureur est parti, qui avait un petit peu les clés en main, et le suivant n'a pas repris. Mais nous ne désespérons pas et nous viendrons à Lyon. Est-ce que vous voulez bien descendre, madame? Ça donne de la respiration comme ça. Prenez votre temps. Présentez-vous. Oui, je vous remercie. Merci. Lisa Lahonnet, je suis avocate spécialisée en protection de l'enfance, droits des femmes. Oui, la question, c'est celle de la voie d'accès. Et vous parliez de Pontoise... comme un petit peu tout le monde, je pense qu'on a des affaires qui nous reviennent ou des situations qui nous reviennent en tête. Comment est-ce qu'il y a un moyen d'activer les choses de façon à ce que le dossier soit orienté vers ce type d'unité? Alors évidemment, oui, Édouard Durand est toujours là. Je suppose, bien sûr, il y a la question de la compétence territoriale, mais au-delà... est-ce que dans un périmètre proche, on peut essayer de faire intervenir pour que l'enfant soit entendu? Là, je pense cette hypothèse-là, l'enfant est à Sannois, elle a été, j'espère, pré-entendue, je pense, en 10 minutes. Il y a beaucoup de choses à creuser. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de façon à ce que le dossier bascule et qu'elle soit vraiment entendue, maintenant qu'en plus elle est protégée par le juge aux affaires familiales et que sa parole peut être libre? Est-ce qu'elle peut être vraiment entendue là? Voilà, quel moyen d'action pour cet accès? Merci. Alors, je vais vous répondre un peu comme ma précédente réponse. J'aurais envie de dire, en province, c'est beaucoup plus facile,
Par exemple, nous avons ouvert une unité à Argentan et certaines situations d'Alençon, alors qu'il y a un tribunal, bon, il va y avoir une unité qui va s'ouvrir à Alençon, mais ça a commencé par Argentan. Il n'est pas rare que les procureurs s'appellent et demandent que l'audition soit faite à Argentan. Ça se passe aussi dans d'autres juridictions en province. La difficulté, c'est dès que l'on arrive sur Paris, la Grande Couronne. C'est vrai que Petite Couronne, Grande Couronne, c'est vrai que là, il y a des difficultés qui font que chacun reste un petit peu arc-bouté sur son appartenance en quelque sorte à une juridiction. À Pontoise, il y a une unité d'accueil. Alors, on pourrait aussi en parler sur la difficulté aujourd'hui de certaines unités qui souhaitent se déployer aussi. Par exemple, Pontoise veut se déployer sur Gonesse. Bon, il faut attendre que le nouvel hôpital de Gonesse s'ouvre. Bon, mais ça va se faire. Donc, de ce fait, certaines situations autour de Gonesse ou à Gonesse sont prises en charge à Pontoise. Mais c'est rare, et c'est vrai qu'après, c'est une décision du procureur, et que certains des procureurs ne sont pas du tout enclins à ce type de démarche. Et en même temps, vous avez raison, mais par exemple, si on prend l'affaire de Pontoise, à laquelle vous faites allusion, mais hier... Bon, mais même, il faut aussi savoir qu'on a de plus en plus d'affaires, et j'ai remis hier à la rapporteure du Sénat 2 affaires qui viennent de sortir, dont une à Versailles, et là je me tourne vers Jean-Marc, d'une affaire d'inceste de 2 parents et de la grand-mère sur 2 petits garçons, comparution immédiate, alors que c'est inceste. Comparution immédiate, c'était jeudi dernier. Heureusement, c'est renvoyé pour le mois de juillet, donc on va se constituer très vite partie civile, parce que justement, il faut en faire entendre la parole de ces 2 enfants, mais c'est pour aller vite maintenant et pour empêcher l'instruction en quelque sorte. Dans l'affaire de la dite petite Sarah, on n'a pas eu d'instruction. Et là, sur l'affaire de Versailles, il n'y a pas d'instruction, comparution immédiate. C'est les faits ont eu lieu il y a quelques semaines, les révélations, comparution. Et ça, il va vraiment falloir qu'on se mobilise parce que c'est inacceptable, comme il va falloir qu'on se mobilise, mais on en reparlera tout à l'heure, sur ce fameux tribunal criminel spécial, je ne sais plus dans quel sens il faut le dire, qui va correctionnaliser des crimes, c'est-à-dire qu'on aura 2 définitions du viol. Une dernière question. Qui se dévoue ? Enfin, c'est tellement clair ce que vous nous avez dit et vos demandes sont tellement partagées comme on les vaut. Donc, nous allons partager, si vous voulez bien, un peu le café. Il y a encore des friandises. Alors, venez, madame. Venez, descendez. Mais non. Allez. On a parlé de courage tout à l'heure, vous voyez. Donc, c'est un véritable courage. Mais ça se passe très bien, en définitive. Présentez-vous. Bonjour, Émilie Salerno, psychologue clinicienne. Moi, j'ai été confrontée à des difficultés par rapport à l'éducation nationale. En une séance, je pouvais très bien détecter un enfant qui était en difficulté et des familles. J'avais la chance d'avoir une infirmière avec qui j'ai pu discuter, où elle aussi, elle avait eu beaucoup plus de temps pour travailler avec ce membre de la famille et détecter des choses. Elle a été étonnée que moi, je l'ai détecté en une séance parce qu'elle avait fait un travail préalablement. Alors, je voulais questionner la temporalité, le respect de la temporalité par rapport aux enfants, de pouvoir débloquer quelque chose. Et les enjeux des injonctions institutionnelles qui nous empêchent à respecter cette temporalité pour les enfants et des directeurs d'écoles et de CIO qui ne respectent pas la fonction des psychologues à l'éducation nationale. C'est vrai, et c'est une question que nous nous posons souvent, et je pense que Jean-Marc Benkemoun pourra répondre à cette question. Mais c'est vrai qu'il y a un travail énorme à faire avec l'éducation nationale sur le fait de, lorsqu'un enseignant, lorsqu'un psychologue, une psychologue, lorsqu'une assistante sociale, je ne parlerai pas des médecins scolaires, ils sont tellement rares maintenant dans les établissements, que c'est vrai qu'on ne peut que regretter, parce que le médecin scolaire pourrait être justement porteur de révélation de l'enfant, et des psychologues aussi, vous êtes rares aussi, mais c'est vrai que
ce parcours est pour nous insupportable, hein, parce que souvent il y a des révélations, et puis il va falloir passer par la direction va remonter au rectorat ou à l'académie, et puis ça va redescendre jusqu'au fait aussi que très souvent des chefs d'établissement vont convoquer les parents et vont parler aux parents. Souvenez-vous, l'affaire du petit Bastien, c'est parce que l'institutrice, pas formée, pas informée, a redit à cette maman que son fils avait été infernal, que la maman, elle, trop contente de rentrer chez elle le soir et d'exciter son mari pour qu'il maltraite le petit Bastien, s'est précipitée pour lui dire. Alors que là, il aurait fallu immédiatement se retourner vers les services compétents pour que Bastien puisse être mis à l'abri. Et trop souvent, on voit dans les affaires où nous sommes partie civile, à la voix de l'enfant, comme à l'enfant bleu, comme à Enfance et Partage, que l'enseignant ou l'enseignante a eu des informations, qu'elle en a parlé et qu'on a convoqué les parents et rien ne s'est passé. On a aussi des témoignages d'enseignants qui nous disent avoir fait des informations préoccupantes et que ça fait 6 mois que l'enfant est toujours dans leur classe sans que rien ne se soit produit. Et vous avez raison, madame, de souligner la temporalité. Quand un enfant fait des révélations, il y a urgence de le mettre à l'abri. Et après, prenons le temps de l'enquête et de la manifestation de la vérité. Mais il est important, lui, de le mettre à l'abri. Vous voulez venir ? Attendez. On va peut-être réussir, vous voyez. Ça va. Non, c'est bon, on va m'entendre. Un peu. Oui. Allez-y. C'est beaucoup plus facile. Juste 2 remarques. Après qu'on se soit rencontrés, j'ai proposé la création d'une UMJ au CHU de Saint-Étienne. Ça n'a intéressé personne, il faut le dire. Je voudrais vous demander, oui, sur les faits ou trop. Le procureur général, M. Vioux, avait fait un travail pour qu'on ait des gendarmes sur tout le territoire français formés à l'audition. On avait des auditions de gendarmes qui étaient supérieures souvent à certaines expertises. Je trouve que c'était bien fait. Et après les faits ou trop, maintenant nous avons d'énormes difficultés à faire prendre en compte les déclarations, en particulier d'abus sexuels d'enfants. Est-ce que vous avez remarqué la même chose ? Alors, docteur Berger, c'est vrai, Saint-Étienne. Je rappelle qu'à Saint-Étienne, on a quand même eu M. Clément, garde des Sceaux, qui avait pris la suite de 2 gardes des Sceaux qui s'étaient quand même engagés de façon différente et d'appartenance différente, qui était d'abord Mme Guigou, et après, j'ai oublié son nom, c'est pas grave, et ça va me revenir. Et donc, M. Clément, qui a été garde des Sceaux, lorsque M. Philippe Bas, ministre de la Famille, avait fait passer cette loi. Donc, M. Clément aurait pu, après, tout mettre en œuvre pour qu'une unité s'ouvre. Vous voyez les difficultés. Parfois, les magistrats ne suivent pas, ou l'hôpital bloque, ou voilà. Ce n'est pas un manque de volonté de la part de professionnels sur le terrain et d'associations. Ça bloque parce que, au niveau des responsables qui ont la clé, il n'y a pas d'autorisation. Alors, ou trop ? Je pense qu'il va falloir qu'on dépasse ce traumatisme. C'est plus acceptable d'entendre dans les procès, même de la part des parties civiles, ou trop. On se met en situation de faiblesse. Et en se mettant, nous, parties civiles, en situation de faiblesse, nous mettons l'enfant que nous devons représenter en situation de faiblesse. Certes, il y a eu un recul, mais aujourd'hui, il y a des avancées. Il y a des avancées parce que, justement, cette pluridisciplinarité du recueil de la parole de l'enfant permet d'apporter des éléments nouveaux dans la manifestation de la vérité. Parce que la démultiplication des unités et la formation des professionnels. Alors c'est vrai que ça ne suffit pas. Il y a quelque temps, dans l'ouest de la France, nous avons assuré une formation sur 26 gendarmes. Il n'y en avait que 4 de formés, alors qu'ils faisaient des auditions. Ils étaient nommés pour faire des auditions d'enfants victimes. D'où l'importance de la formation. Tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas uniquement ou trop, ça. C'est une volonté politique. Quels sont les moyens donnés pour cette formation et qui forment ? Parce qu'aussi, c'est qui forme ? Est-ce que ce sont des gens, des personnes qui ont reçu une formation mais qui n'ont pas la pratique ? Car pour former, il faut la pratique.
Et c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, dans les unités d'accueil, ce module de formation que nous finalisons actuellement, il sera assuré par les responsables des unités d'accueil, c'est-à-dire ces magistrats, ces médecins, ces enquêteurs qui ont la pratique. On ne peut transmettre que ce que l'on sait faire, avec le savoir, bien entendu, car sans le savoir... Mais on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Le savoir uniquement ne suffit pas, la pratique uniquement ne suffit pas. Il faut vraiment cette alchimie des deux. Donc c'est vrai, mais moi j'aurais envie de dire, et c'est vrai que nos avocats à la Voix de l'Enfant, comme d'autres avocats à l'Enfant Bleu par exemple, ne parlent plus d'outreau, parce qu'on a le sentiment de se mettre en position de faiblesse. Il faut tourner la page d'outreau, il faut dire qu'aujourd'hui nous mettons tout en œuvre pour que l'enfant soit au cœur. C'est lui, à la victime. Donc, c'est de l'enfant dont on parle, c'est de sa parole dont on veut porter tout ce qu'il a, tout ce qu'elle révèle, et qu'aujourd'hui, parce que sinon, on va s'enliser. Enfin, nous, c'est vraiment notre sentiment, parce que quand nous sommes face à des Dupond-Moretti, à des Berton, c'est la première chose qu'ils brandissent, la crédibilité de la parole de l'enfant à outreau. Donc, nous n'en parlons plus. La seule chose que nous disons, nos avocats disent, à l'ouverture d'un procès où nous avons un avocat qui était avocat de la défense à outreau, nous prévenons les jurés en disant « Sachez qu'à un moment quelconque, maître untel va faire référence à outreau ». Ce qui fait qu'on casse tout de suite outreau. Et il faut passer aujourd'hui à autre chose. Non, il y a les 12. Il y a les 12. Il a lu le livre, bravo. Nous avons... Si tout le monde s'est exprimé, si tout le monde est en steady state, bien, maintenant, une petite pause d'un quart d'heure, nous recommençons à 11h. Et encore un grand merci à Christian, Hervé et à Gérard.